Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le 19h de Public Sénat et à la une ce soir, 6 milliards d'euros contre le chômage des jeunes. Réunis à Bruxelles, les dirigeants européens ont réussi à s'entendre pour éviter une génération perdue. Ils ont aussi salué l'entrée de la Croatie qui deviendra lundi le 28e membre de l'Union européenne. Analyse à suivre dans ce journal. À l'UMP, les militants sont encore une fois invités à se prononcer par un vote électronique sur les nouveaux statuts du parti. Une consultation qui vise à enterrer l'idée d'un nouveau vote pour la présidence de l'UMP. Enfin, retour sur une actualité chargée cette semaine au Sénat avec notamment l'audition de Dominique Strauss-Kahn. 2 ans après l'affaire du Sofitel, l'ancien directeur du FMI a été entendu par la commission d'enquête sénatoriale sur l'évasion fiscale. Bonsoir à tous. Bernard Tapie a été mis en examen ce soir dans l'affaire de l'arbitrage présumé frauduleux du Crédit Lyonnais à l'issue de 96 heures de garde à vue. Cette décision intervient le jour où l'État dépose un recours contre cet arbitrage qui a permis à l'homme d'affaires de toucher 403 millions d'euros. Marie Brémaud. Silence radio. Pas de commentaire de Maître Temim, l'avocat de Bernard Tapie. À l'issue de 96 heures de garde à vue, son client est mis en examen pour escroquerie en bande organisée. L'affaire, l'arbitrage rendu en faveur de Bernard Tapie dans le cadre de la vente d'Adidas. En juillet 2008, 3 arbitres condamnent le Crédit Lyonnais à verser 403 millions d'euros d'indemnisation à l'homme d'affaires. Une sentence depuis remise en cause. En haut lieu, on aurait fait pression pour que le recours à la médiation soit choisi et l'impartialité des arbitres est désormais contestée. L'un d'entre eux, Pierre Estou, est déjà mis en examen, tout comme Jean-François Rocky, l'ancien patron du consortium de réalisation, ou Stéphane Richard, patron d'Orange, mais surtout ex-directeur du cabinet de Christine Lagarde. Mais la liste des mises en examen pourrait s'allonger car les juges cherchent à savoir si l'Élysée est intervenu dans l'arbitrage. Dans leur collimateur, Christine Lagarde, alors ministre de l'économie, Claude Guéant, ex-secrétaire général de l'Élysée, et même Nicolas Sarkozy. Et sans surprise, l'État a déposé un recours contre l'arbitrage, montrant ainsi sa volonté de récupérer les 403 millions d'euros. Affaire d'État à suivre. En revanche, le ciel judiciaire s'éclaircit pour Nicolas Sarkozy. Le parquet de Bordeaux a requis un non-lieu pour l'ancien président dans l'affaire Bettencourt. Même réquisitoire pour l'ancien ministre Éric Woerth et l'homme d'affaires Stéphane Courby. Le parquet demande cependant le renvoi en correctionnel du photographe François-Marie Bagné et du majordome de Liliane Bettencourt, Patrice Demestre. Un sommet pour éviter une génération perdue. Depuis hier, les dirigeants de l'Union européenne sont à Bruxelles pour trouver des solutions d'urgence au chômage des jeunes. Un fléau qui risque d'accentuer le désamour pour l'Europe alors que des échéances électorales importantes sont à venir sur le vieux continent. Cécile Sixou. La nuit a été courte. Tard hier, les 27 sont tombés d'accord. Ils vont mettre la main à la poche pour l'emploi des jeunes. 6 milliards d'euros au total. Ce qui a été décidé ce soir, c'est non seulement de confirmer les 6 milliards d'euros pour la lutte contre le chômage des jeunes, qui sont déjà prévus dans le cadre financier pour les 7 prochaines années, mais c'est de pouvoir engager et payer sur 2 ans, 2014-2015, ce programme pour les jeunes. En Europe, 6 millions de jeunes sont au chômage avec des taux records en Espagne et en Grèce où plus de 56% des 15-24 ans sont inactifs. L'idée serait donc de mettre en place une garantie jeunesse. Si au bout de 4 mois d'inactivité, un jeune n'a pas trouvé de travail, l'Europe lui offrira un emploi, une formation ou un stage. L'enveloppe de la France s'élèverait à 600 millions d'euros. 300 000 jeunes devraient en profiter. Priorité sera donnée aux régions où les taux de chômage dépassent les 25%. 6 milliards d'euros, un montant insuffisant, disent déjà certains. Rien qu'en Espagne et en Grèce, les besoins sont estimés à 20 milliards d'euros.
Et notre journaliste spécialiste des questions européennes, Noura Hamadi, nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Noura. Bonsoir Delphine. Alors on vient de le voir, il a été question de chômage des jeunes, mais pas seulement. Autre fait majeur durant ce Conseil européen, l'Union va accueillir bientôt son 28e pays. Effectivement, la Croatie devient officiellement ce lundi le 28e pays de l'Union européenne. Alors les négociations ont commencé en 2005, il y a déjà 8 ans. Alors il faut savoir que, bon, pour le symbole, le Premier ministre croate en fait a participé à ce Conseil européen un petit peu avant l'heure, mais il faut être clair avec tout ça. La Croatie, c'est quand même un pays malade économiquement, c'est un pays en crise, en récession depuis maintenant 3 ans. Le déficit public atteint 4,7% du PIB et donc c'est un pays malade qui est déjà sous les feux de Bruxelles, puisque le Zagreb a déjà été en fait un petit peu mis sous la pression, indiquant qu'une procédure de sanction serait mise en œuvre pour déficit excessif si la Croatie ne rentrait pas dans les clous d'ici à quelques années. Donc les dirigeants de l'UE vont avoir bien entendu un œil sur Zagreb, vous l'avez dit. Et pourtant, ils ont aussi donné leur feu vert à l'entrée d'un autre pays, peut-être un jour, avec l'ouverture des négociations pour l'adhésion de la Serbie. Effectivement, alors c'est très étonnant finalement, puisque la Croatie rentre ce 1er juillet. Et là, une pierre deux coups, on négocie enfin une ouverture des négociations avec la Serbie. Il faut dire aussi que c'était une promesse en fait que l'Union européenne avait faite aux pays de l'ex-Yougoslavie en 95 au sortir de la guerre. Donc c'est un petit peu l'Union européenne, prix Nobel de la paix, qui à l'époque en fait avait promis à ces anciens pays en guerre de leur permettre en fait d'adhérer à l'Union européenne dans un processus assez rapide. Il faut dire qu'à l'époque, on se souvient que les guerres fratricides interethniques et interreligieuses avaient fait des dizaines de millions de morts, et là on est plutôt effectivement dans le symbole. Mais en fait, on est aussi dans une autre problématique avec l'entrée de la Croatie et de la Serbie, et potentiellement de la Serbie, c'est que la Croatie devient donc le 28e pays de l'Union européenne, la Serbie derrière peut-être le 29e. On est là un petit peu dans un embouteillage institutionnel qui ne facilite pas la prise de décision. On l'a vu au plus fort de la crise ces dernières années. Le processus institutionnel fait que l'unanimité est de mise au sein de l'Union pour les prises de décision. Et là, effectivement, il faut mettre en place, semble-t-il, une réforme afin de ne pas bloquer le processus de décision institutionnelle. Et ça, malheureusement, ce n'est pas pour demain. 28 pays, 29 peut-être, mais il y a aussi un 30e potentiel pays qui continue de frapper à la porte, c'est la Turquie, où on en est dans des négociations. Alors la Turquie est candidate depuis 87, les négociations ont été ouvertes en 2005, c'est-à-dire en même temps que la Croatie, donc 8 ans. Alors objectivement, la Turquie, c'est à ce jour les pourparlers piétinent, il y a un seul chapitre qui a été bouclé, donc il ne faut pas s'attendre à une entrée de la Turquie d'ici quelques années, d'autant que le problème principal reste la reconnaissance de Chypre. Vous savez que l'armée turque est à Chypre Nord et occupe Chypre Nord, et donc la Turquie refuse de reconnaître Chypre comme un État en tant que tel, et ceci bloque complètement les négociations. Après les derniers événements, on a vu les manifestations à Istanbul n'ont pas arrangé effectivement les relations entre l'Union européenne et la Turquie. Angela Merkel a une fois de plus indiqué que la Turquie se devait de respecter les principes de l'Union européenne, en l'occurrence la liberté d'expression. Donc ça n'a pas empêché la semaine dernière le Conseil des ministres des Affaires étrangères européens de rouvrir un chapitre, mais c'est plus du symbole, parce que comme je vous le disais, à ce jour, seul un chapitre a été bouclé. Donc la Turquie dans l'Europe, ce n'est vraiment pas pour demain, d'autant que les Turcs regardent plutôt vers l'Asie et les pays du Golfe que vers l'Union européenne. Merci beaucoup Noura Hamadi pour cet éclairage. Une marche pour lutter contre la pauvreté à l'initiative du Secours populaire et de plusieurs associations. Environ 200 personnes ont défilé cet après-midi à Paris. Objectif, interpeller les pouvoirs publics pour rappeler qu'en France, ils sont plus de 2 millions de travailleurs pauvres et que 8 millions de personnes vivent avec environ 900 € par mois. Camilla Campuzano et Louis Sibyl ont rencontré les premiers concernés. Regardez-nous, nous dormons dans la rue. Je ne peux pas continuer dans le métro avec la phlébite. J'espère que j'aurai bientôt une chambre. Pour l'instant, je suis embêté, quoi. Je suis dehors, quoi. Et c'est embêtant, mais il n'y a pas que moi, il y a beaucoup de gens qui sont dans la rue, et que le ministre du Logement fasse quelque chose. Ça serait bien de faire des petits chalets en bois, quoi. Tu sais, sur la rue piétonne. Des petits chalets qu'au moins les gens puissent dormir au chaud. Je cherche un logement, je n'ai pas de logement fixe, je suis à l'hôtel en ce moment. Effectivement, c'est très difficile. C'est très difficile au niveau du logement. En arrivant, on m'a fait comprendre pourquoi je ne retournais pas chez moi, pourquoi je ne retournais pas en Afrique d'emblée.
maintenant, arrivé à mon âge, non, 57 ans. Pôle emploi m'a dit qu'il fallait mieux que je me prépare mon dossier de retraite que je recherche du travail. En fin de carrière, bah oui, bon, faut que je trouve des petits boulots par-ci par-là. Voilà le mot que j'ai mis ici. Donc quand on vit dans la pauvreté, l'espérance de vie est très courte, elle n'est pas longue. Vous voyez, parce que la pauvreté s'expose à beaucoup de choses. La pauvreté, c'est une maladie qui est curable. Mais lorsque vous avez cette maladie et qu'on ne vous soigne pas, ça peut vous entraîner à la mort. Mais si on vous soigne, ben, vous pouvez vivre longtemps. Les militants de l'UMP ont jusqu'à dimanche 18h pour valider les nouveaux statuts et enterrer définitivement l'idée d'un nouveau vote pour la présidence de l'UMP prévu en septembre. Et vous allez le voir au siège de l'UMP à Paris, tout est fait pour que ce congrès virtuel se passe au mieux. Jérôme Rabier. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, ici la haute autorité du congrès de l'UMP. Je vous appelle parce qu'apparemment vous essayez de voter depuis ce matin et vous avez un problème. C'est dans cette petite salle, au siège de l'UMP, que l'autorité de supervision du congrès surveille le bon déroulement du scrutin. Vous êtes ici dans la salle de contrôle des opérations du scrutin qui va fonctionner en continu jusqu'à la clôture du scrutin, c'est-à-dire dimanche soir à 18h. C'est aussi un lieu où toutes les réclamations qui peuvent être adressées par les adhérents de l'UMP qui essaient de voter et qui, pour des raisons la plupart techniques, n'y parviennent pas, nous envoient des mails ou nous appellent directement. Si les militants doivent se prononcer sur de nouveaux statuts, sur la création de primaires ouvertes pour la présidentielle ou encore sur la nécessité de revoter ou non pour la présidence du parti en septembre, l'objectif est surtout d'ouvrir un nouveau chapitre pour le parti. Tourner la page de ce qui a été aussi le point de départ du travail de réécriture des statuts, c'est-à-dire la crise de la fin de l'hiver dernier. Et donc, indiscutablement, les adhérents doivent être sollicités pour savoir ce qu'ils souhaitent être l'avenir de l'UMP. Peu de suspense pour ce vote numérique, l'important étant surtout que tout se déroule sans accroc. 7 mois après la crise ouverte par l'élection à la présidence de l'UMP, le principal parti d'opposition cherche à se renouveler sans replonger dans les querelles de personnalité. Et pour commenter ce congrès virtuel, deux invités bien réels, Carole Barjon, rédactrice en chef adjointe du service politique du Nouvel Observateur et co-auteur de ce livre, Le coup monté. Et face à vous, Christian Cambon, sénateur UMP du Val-de-Marne. Bonsoir à tous les deux. Alors on a vu dans ce reportage les enjeux de ce congrès. Est-ce que c'était une bonne idée d'organiser un nouveau vote ce week-end, Christian Cambon ? Je crois que la bonne idée, c'était surtout de refermer la parenthèse de ces malheureux événements qui ont mis en péril l'UMP il y a quelques mois. Et je pense que cette procédure, elle est d'abord moins coûteuse, ce qui, par les temps de disette pour les partis politiques, en tous les cas pour le nôtre, est une bonne chose. Et je pense que ça arrête un processus dont tout le monde voyait bien qu'il ne mènerait nulle part. Carole Barjon, vous pensez que le vote de ce week-end enterre définitivement l'âge de guerre entre François Fillon et Jean-François Copé? On a vu par exemple que Laurent Wauquiez déclarait « Cet accord ne règle rien, l'UMP ne fonctionne pas de manière satisfaisante » et cela sera encore le cas demain. Et d'ailleurs, il annonce qu'il va s'abstenir ce week-end. Bon, ça que Wauquiez s'abstienne, c'est peut-être pas ce qui va mettre en péril l'UMP, honnêtement. Mais en revanche, le fait que ce vote ne règle rien, c'est à la fois vrai et faux. Alors c'est faux pour les raisons que vient de donner Christian Cambon, c'est-à-dire qu'il fallait effectivement enterrer la hache de guerre. Les militants surtout n'avaient pas envie d'une nouvelle élection à quelques mois des municipales. Donc voilà, c'est une manière de passer à une nouvelle phase. Maintenant, dire que ça ne règle rien, peut-être, parce que dans ce congrès virtuel, les militants votent, certes pour le fait qu'il n'y ait pas de nouvelle élection, mais ils votent aussi pour des nouveaux statuts qui fixent le principe de primaire pour désigner le candidat à la présidentielle en 2017, ces primaires devant avoir lieu en 2016. Et ça... en fait, c'est ça la vraie question. C'est est-ce que ces primaires de 2016 auront bien lieu? Dans les textes, oui, mais on sait parfaitement que si, par exemple, Nicolas Sarkozy était candidat,
peut-être que ce serait moins simple que prévu. Est-ce que c'est pas Jean-François Copé le gagnant là, du vote de ce week-end, même s'il est contesté en interne? Eh bien, si les militants se mobilisent ce week-end et répondent oui aux 2 questions, eh bien, il va quand même rester en poste jusqu'en 2015. Est-ce que François Fillon, que vous soutenez, est le perdant peut-être des élections de ce week-end? Écoutez, moi je ne fais pas cette analyse. Je pense effectivement que cela stabilise les choses et je pense qu'il y a maintenant un consensus pour que Jean-François Copé poursuive et termine ce mandat. Les choses se sont apaisées. Comme l'a dit Carole Barjon, vous savez, moi je tenais hier soir mon conseil départemental dans le Val-de-Marne. Il y a une volonté, j'allais dire furieuse, d'apaiser les esprits, de se réunir et de travailler ensemble à relever les défis que la gauche nous pose et croyez-moi, ils sont nombreux. Donc il n'y avait plus aucune appétence pour les conflits personnels, les confrontations, les petites paroles des sous-lieutenants. Alors il reste M. Wauquiez qui, dans un coin très particulier de l'échiquier politique de l'UMP, s'évertue à lancer des initiatives à contretemps. C'est son affaire. Ceci posé, je pense que Jean-François Copé assure ses responsabilités. Vous voyez que dans l'opinion, il y a eu des sondages importants qui sont sortis aujourd'hui, notamment. Il y a des choses qui peuvent bouger. Alors maintenant, savoir ce qui se passera en 2016 ou en 2017, je pense que les partis politiques, c'est comme les entreprises, elles doivent avoir des statuts qui leur permettent de faire face à tous les cas de figure. Ce n'était pas le cas jusqu'à présent, car l'UMP n'avait pas cette culture très développée de la démocratie jusqu'au bout des sections, encore que parfois dans les départements, ce soit plus démocratique qu'au sommet. A valu le prix de l'humour à Jean-François Copé d'ailleurs. Absolument, absolument, et à juste titre. Carole Barjon, quelle analyse faites-vous des élections de ce week-end? Est-ce que c'est Jean-François Copé qui sort gagnant et renforcé? Je crois que c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce que, bien sûr, il conserve son poste. Et c'était effectivement la difficulté majeure pour François Fillon, c'était d'expliquer pourquoi, au fond, il avait déclenché toute cette crise. Enfin, lui, il dit que d'ailleurs c'est la triche de Jean-François Copé qui a déclenché la crise. Mais enfin, ensuite, il a quand même menacé de saisir la justice, etc., etc. Et puis à l'arrivée de dire finalement, je me représente pas et puis je laisse la place à Copé. C'était un peu compliqué comme situation. Je crois qu'il a quand même fait l'analyse d'abord que les militants ne voulaient absolument pas de nouvelle élection. Donc ça, c'est quand même une bonne raison. Et puis qu'au fond, est-ce qu'il y avait beaucoup d'inconvénients à laisser Copé à la tête du parti? Il s'est dit que non, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on sait très bien qu'un parti qui vient de perdre une présidentielle, et on est toujours dans une situation quand même de post-présidentielle, il y a des divisions, des règlements de compte dans tous les sens, etc. Et au fond, peut-être pas la peine de présider un parti où il y a beaucoup d'individualités comme ça qui veulent tous être candidats en 2017, évidemment. La situation financière de l'UMP. Je veux dire, Fillon, quand on a écrit ce livre, nous disait en privé, l'UMP est quasiment en état de cessation de paiement. Donc, c'est pas forcément facile de gérer un parti dans ces conditions-là. Et troisièmement, il va y avoir les municipales, où on sait que peut-être, on n'espère pas, mais il y a des risques d'accords locaux avec le Front National et de situations très compliquées à gérer. Et au fond, si je peux me permettre de parler un peu familièrement, Fillon peut-être préfère laisser Copé se démerder avec tout ça. Voilà. Donc il l'envoie au front, c'est votre analyse aussi, Christian Cambon? Alors peut-être c'est François Fillon qui a raison de laisser Jean-François Copé à la tête de l'UMP jusqu'en 2015. Il laisse passer les municipales pour peut-être sortir renforcé après? Écoutez, je pense que le prix qu'ils ont payé tous les deux est quand même assez lourd. Il y a eu des décrochages dans les sondages, il y a eu des décrochages chez les militants. Moi, j'ai vu des militants, y compris, qui soutenaient ardemment tel ou tel, et dire ces deux-là plus jamais, ce qui est quand même assez grave. Et donc, je pense que François Fillon et Jean-François Copé ont pris la mesure de ce décrochage et de ces difficultés, et que la sagesse l'a emporté. Alors, qui sort renforcé? Vous savez, la situation politique est tellement mouvante et ce n'est pas vraiment de notre fait. On est quand même confronté à une majorité qui est dans une situation d'extrême faiblesse. On ne sait pas très bien ce qui se passera jusqu'au municipal et même au-delà. Et donc, le rôle d'un mouvement, d'un parti de gouvernement, c'est d'être prêt à toute échéance, à toute éventualité. Et il n'y avait manifestement pas les instruments pour dégager le moment venu un candidat à partir du moment où il y en avait plusieurs. N'oubliez pas que précédemment, du temps de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy, le
le chef s'imposait de lui-même, si vous voulez. Un mot justement sur Nicolas Sarkozy. On a appris cet après-midi qu'un non-lieu était requis par le parquet de Bordeaux dans l'affaire Bettencourt. Alors est-ce que, même s'il y a des primaires qui sont inscrites dans les statuts, ça ne va pas pour autant empêcher de raviver la guerre des chefs? On le voit, vous faisiez également allusion à un sondage qui plébiscite Alain Juppé. Est-ce que ça va apaiser les choses ou au contraire, dès que les municipales sont passées, ça sera à nouveau une guerre des chefs à l'UMP? Écoutez, il est quand même assez curieux, et c'est pas évidemment ici qu'on utilise ces termes, mais à droite c'est toujours la guerre des chefs et à gauche c'est les courants. Alors on débat. Je pense que François Fillon pose l'avantage de présenter des options qui peuvent être différentes. Et mon Dieu, il n'avait échappé à personne que François Fillon n'avait pas la même personnalité ni la même pratique des choses que Nicolas Sarkozy ou que Jean-François Copé. Moi, je pense que la démocratie, ça s'apprend. C'est ce que nous sommes en train de faire. On l'a fait du reste un peu à nos dépens, faut bien le dire. Mais je pense que maintenant, la machine est irréversible. Et de toute façon, quelles que soient les candidatures, de quelque nature qu'elles soient, elles seront obligés de passer par ces primaires, sauf encore une fois si des événements d'une gravité majeure, que nous n'excluons pas malheureusement, venaient à se présenter. Mais je pense que quand on goûte à la démocratie, moi je le vois maintenant, mes militants demandent maintenant de passer aux urnes lorsqu'il y a un différend. Et hier soir, on a effectué 45 votes sur 47 communes. Donc pour les prochaines primaires UMP, ça sera en 2016. Merci à tous les deux d'avoir été les invités de ce 19h. Et on a appris cet après-midi, peut-être vous ne le savez pas encore, le décès du sénateur UMP du Haut-Rhin, Jean-Louis Laurin, à l'âge de 65 ans, des suites d'un cancer foudroyant. Jean-Louis Laurin aura siégé pendant 12 ans à la Haute Assemblée. Fabienne Keller, sénatrice UMP du Bas-Rhin, rend hommage ce soir au spécialiste des questions éthiques et médicales qui a toujours placé, selon elle, l'homme au cœur de ses préoccupations. Et comme tous les vendredis, retour en images sur les temps forts de l'actualité au Sénat. Une semaine marquée par l'audition de l'ancien directeur du FMI, Dominique Strauss-Kahn, Nadia Belromari. C'est un DSK décontracté et souriant qui est venu mercredi parler de la lutte contre l'évasion fiscale. Flegmatique et un brin pince sans rire. Quelle action menez-vous? Quel type d'action avez-vous sur ces réalités financières? Je suppose que avez-vous veut dire aviez-vous? Oui, à l'imparfait. Avec d'emblée une allusion à la célèbre phrase « Mon ennemi, c'est la finance » de François Hollande. De mon point de vue, incriminer la finance dans le désastre économique que nous vivons en Europe en général et en particulier dans notre pays a pour moi à peu près la même pertinence que incriminer l'industrie automobile quand on parle des morts sur la route. Si je voulais être un peu paradoxal et un peu provocateur, ce qui n'est certainement pas mon tempérament, je dirais qu'à trop s'occuper de la finance, on ne s'occupe pas assez des financiers. Christine Lagarde, l'actuelle directrice du FMI, sera peut-être entendue. Un rapport en forme de rappel à l'ordre. Selon la Cour des comptes, le déficit public va déraper. Le nouvel objectif de déficit de 3,7 retenu dans le programme de stabilité risque d'être dépassé. Il ne faut pas exclure donc l'hypothèse d'un déficit effectif se situant autour de 4% du PIB. En cause, une croissance plus faible que prévu et une conclusion qui s'impose. Il convient de s'attacher à ce que l'effort programmé, le plus important de l'histoire budgétaire récente, soit entièrement réalisé. Encore plus d'économies donc, 28 milliards d'euros d'ici 2015 pour atteindre les 3%. Mais bonne nouvelle, il n'y aura pas d'autres mesures d'urgence d'ici la fin de l'année. 2 lois sur 3 sont aujourd'hui appliquées selon un rapport sénatorial présenté mardi, contre 1 sur 3 auparavant. Un léger mieux, même si pour certains, il faut aller encore plus loin. Ce qu'il faut, effectivement, c'est peut-être moins de lois, des lois moins longues, moins bavardes, qui arrêtent des principes et puis, effectivement, après, des décrets d'application qui soient, si possible, eux aussi relativement courts. Le texte sur la refondation de l'école, définitivement adopté mardi avec l'aide des communistes. Le but est bien, et ça s'inscrit dans ce projet, de faire qu'il y ait
pour tous les élèves une meilleure réussite. La réforme de l'école devra encore être concrétisée par des décrets ou des circulaires. Adopter aussi la réforme bancaire qui sépare les activités les plus spéculatives des banques de leurs activités de détail, mais sans aller jusqu'à la scission promise par François Hollande. Une commission mixte paritaire doit encore se réunir. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À suivre le magazine Focus qui s'arrête ce soir sur le retour des filières courtes en Bourgogne. Bonne soirée à tous.